Le Covid-19 a forcé le monde à confronter la perte de vie, mais aussi la perte d'emploi, la perte de revenus, en particulier dans les pays en développement. Des emplois perdus, cela veut dire que certaines entreprises ont dû fermer, que le crédit s'est resserré et qu'il était beaucoup plus difficile de créer de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois. Pour limiter les pertes, les gouvernements sont intervenus. Leurs actions rapides ont aidé les ménages ainsi que les entreprises à pouvoir survivre et pour pouvoir continuer à ce que les institutions financières se poursuivent. Mais cela coûte énormément d'argent et cela veut dire que les gouvernements ont emprunté énormément. Alors maintenant, les pays sont confrontés à des défis de long terme comme une dette record et la santé des ménages, des banques et même des gouvernements. Le rapport de développement dans le monde 2022 examine les risques économiques et de développement encourus pendant la pandémie de Covid et les actions que peuvent prendre les gouvernements pour pouvoir avoir une reprise équitable. Ignorer ces risques pourrait menacer toute reprise et avoir un impact sur les plus vulnérables. Bonjour, bienvenue à tous les membres de notre public virtuel dans le monde. Nous sommes très heureux que vous puissiez nous rejoindre pour cet événement virtuel sur la façon dont la finance peut soutenir une reprise équitable dans le monde. Dans la journée, la Banque a publié son dernier rapport sur le développement dans le monde intitulé « La finance pour une reprise équitable ». Le monde est toujours confronté à la Covid et cette pandémie a déclenché la plus grande crise économique depuis plus d'un siècle et augmenté la pauvreté dans le monde pour la première fois depuis une génération. Les gouvernements ont apporté un soutien économique généreux aux ménages et aux entreprises pour pouvoir atténuer les effets les plus graves de la crise et elles doivent aujourd'hui être revues à la baisse. L'événement d'aujourd'hui examinera comment y parvenir sans déclencher une crise financière en cascade. Et l'événement est diffusé en direct aujourd'hui en anglais, français, espagnol et arabe. Et vous pouvez suivre l'événement sur les médias sociaux en utilisant le hashtag live.worldbank.org, where our experts are standing by to respond in all 4 languages. Now, let's start off by hearing from the World Bank Group President, David Malpass. Mr. Malpass, over to you. Thank you very much, Francine. Thank you, everyone, for joining us today. It's for the launch of this year's World Development Report. It's called Finance for an Equitable Recovery. Let me begin by thanking Carmen Reinhardt and the WDR team for the timely report. And I also want to welcome our special guests and friends, Sri Muliani, Augustin Karstens, and James Mwangi. I'm very much looking forward to your discussion. I'll say a few words now and then turn over to you. As we're all too familiar, the COVID-19 pandemic and shutdowns have created the most significant economic crisis in almost a century. It's challenging the effectiveness of civil and institutional structures around the world, and it's adding to fragility and violence that's facing many parts of the world. The result is a crisis for foreign policy and for development policy, as well as economics. In 2020, economic output contracted in 90% of countries, and the global economy shrank by 3%. Global poverty rates rose for the first time in more than 20 years. Inequality has worsened, and the poor and the most disadvantaged were hardest hit by the downturn and are being left behind in the recovery. The recovery itself La reprise elle-même est inégale et est confrontée à de nombreux obstacles. Les tensions géopolitiques et les fragilités représentent des risques majeurs, comme nous le voyons tous les jours. De nouveaux pathogènes, de nouvelles maladies représentent des risques, y compris les variants de la COVID. Le groupe de la Banque mondiale travaille à renforcer les systèmes de santé du monde entier, à améliorer l'état de préparation et à proposer des outils de financement. L'inflation sera difficile à interrompre au soutien des plus pauvres et les outils ne suffiront pas. Les augmentations des taux d'intérêt
représente un enjeu. Deuxième outil, les distorsions dans le système financier international. Dans le cadre du système actuel de surveillance, les banques centrales ont deux outils. Les politiques réglementaires financières, qui est donc le sujet d'aujourd'hui pour les pays en développement, et la durée des actifs des banques centrales et la durée des dettes gouvernementales. L'utilisation de ces outils représentera une variable clé pour réduire l'inflation plus rapidement. Le soutien pour les émetteurs d'obligations continue de concentrer les capitaux, la richesse dans un segment étroit des économies avancées. C'est donc l'inégalité que nous observons au jour le jour. Ceci entraîne une croissance ralentie et un inversement du développement. Il y a une nécessité à améliorer la logistique dans la chaîne d'approvisionnement. L'augmentation des taux d'intérêt a un impact sur les nouvelles entreprises et sur les pays en développement. Les gouvernements, les banques centrales doivent donc utiliser davantage de leurs outils en même temps, plutôt que les banques centrales qui rachètent et qui détiennent de grandes dettes, quantités de dettes durables. Il faut renforcer la transparence et les échéances des dettes gouvernementales qui demeurent et ralentir il faut donc améliorer la viabilité des dettes, ce que nous avons demandé depuis longtemps aux pays en développement. Il est également vital que les politiques réglementaires financières dans les économies avancées reconnaissent l'importance des capitaux d'exploitation et de la finance des prêts commerciaux, comme nous le faisons dans le cadre du rapport d'aujourd'hui. Les prêts pour les petites entreprises sont à la base du développement, mais il y aura un désavantage si les banques centrales s'appuient simplement sur les augmentations des taux d'intérêt pour ralentir l'inflation. Ce nouveau rapport se focalise sur les pays en développement et sur les risques entre les bilans des ménages, des institutions, des entreprises et des autorités publiques. La finance a un rôle à jouer pour appuyer la reprise. Les fragilités et les risques, donc ce sont d'abord la dette privée qui est très élevée. De plus en plus d'entreprises vont prendre du retard et il y aura une augmentation des défauts de paiement avec le resserrement du crédit. Ceci est procyclique, ceci a un impact sur les inégalités, surtout pour les petites entreprises et les particuliers. Deuxièmement, la dette souveraine a également augmenté pendant la pandémie avec de nouveaux niveaux atteints, alors même que les revenus ont chuté et les dépenses pour la COVID-19 augmenté. Il y a parfois mésaffectation des capitaux avec une augmentation de la durée de la dette et donc un risque pour les dettes souveraines. Donc voilà les sujets ou certains des sujets plutôt dans le rapport dont nous débattons aujourd'hui. Donc en ce qui concerne le resserrement, le service de la dette deviendra de plus en plus un fardeau. Il faut donc que les risques soient découverts et gérés de manière précoce. La restructuration risque de dérailler. Sans restructuration, il risque d'y avoir un déraillement à long terme. Les principales priorités, c'est l'amélioration de la transparence de la dette publique et de la dette privée. Cela permettra de détecter les risques financiers et de permettre une gestion proactive de la dette. Nous avons besoin d'outils de restructuration proactifs pour les dettes souveraines et pour les dettes privées. Actuellement, il n'y a pas de système de restructuration de la dette souveraine et le cadre du G20 est au point mort.
Ceci sera critique pour une bonne reprise. Les innovations dans le domaine de la technologie, y compris les paiements numériques, seront cruciaux pour les petites entreprises et pour les ménages. Alors, je conclurai en disant que je suis très heureux de la publication de ce rapport qui est tout à fait opportune. Je vous le recommande et nous avons maintenant un excellent panel avec nous aujourd'hui qui va débattre de ces questions dans davantage de détails. Donc, je passe la parole aux membres du panel pour commencer le débat. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné ce contexte international. Avant de passer la parole aux panélistes, nous allons parler de la directrice, de la personne qui est en fait responsable de ce rapport et qui va nous présenter de manière générale les recommandations et les grandes lignes. Merci, Monsieur le Président. Ce rapport a pour objectif d'identifier les risques financiers et de trouver des solutions donc, à ces risques suite à la pandémie. Nous en sommes à un moment dans la crise où nous devons minimiser l'impact de la crise. Certains moratoires existent. Il existe un potentiel de risque financier sans précédent pour les gouvernements et pour le secteur privé. Certains risques que les décideurs ne peuvent pas nécessairement prévoir. Ceci masque la santé réelle. Un des messages centraux du rapport, c'est qu'il existe des risques. Aujourd'hui, les banques, les institutions financières, les gouvernements sont tous interconnectés. Lorsqu'il y a un risque qui se présente dans un secteur, il peut y avoir une réaction, un impact, des répercussions sur toute l'économie. Par exemple, lorsqu'il y a une perte de revenus des ménages, il peut y avoir défaut de paiement et tout le monde est affecté lorsqu'il y a une pénurie de crédit. Les petites entreprises, les ménages dépendent du crédit et donc on se retrouve dans une boucle, un cercle vicieux d'inégalité. Les défauts de paiement augmentent et nous avons vu des dettes augmenter. En plus, l'escalade du niveau de la dette souveraine There's also the challenge of global risks, such as rising interest rates and inflation, which have the largest effect on the poorest people. This WDR focuses on solutions for 4 key areas of risk. Interprète s'excuse, nous avons des problèmes de connexion. Les moratoires, le gel des informations financières, tout ceci réduit la transparence. Les bailleurs de fonds doivent donc réduire. Désolé, encore une fois, nous avons des problèmes de connexion. As well as simplified and quicker out-of-court workouts for small and medium-sized businesses. These can prevent capital from flowing to unprofitable businesses. Ceci veut dire que les capitaux n'arrivent pas aux entreprises qui fonctionnent bien. Les outils financiers, les modèles permettent de mieux gérer le crédit et quatrièmement, beaucoup de gouvernements ont dû emprunter pour financer la pandémie, ce qui veut dire que les dettes ont beaucoup augmenté. Il faut désormais gérer la dette souveraine pour la reprise dans une économie verte, pour éviter les problèmes associés aux problèmes de dette souveraine et éviter l'inflation à long terme. Nous avons donc souligné différents enjeux dans le cadre de la reprise. Il nous faut des outils et identifier les liens
qui existent pour un progrès à long terme. L'augmentation du secteur privé, tout ceci peut donc améliorer l'économie à long terme au soutien d'une reprise durable. Merci beaucoup, Léora. Je dois dire que c'est un rapport fantastique pour ceux d'entre vous qui ne l'avaient pas encore lu. Alors, ceux qui peut-être ne sont pas encore arrivés, qui ne sont pas encore, qui viennent d'arriver, pardon, nous parlons donc de ce rapport sur le développement dans le monde pour 2022. Nous avons avec nous David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale, Carmen Reinhardt, qui est vice-présidente au groupe de la Banque mondiale, Agustin Karsten, directeur général de la BIS, la ministre des Finances d'Indonésie, Léora Clapper, et Carmen Reinhardt. Donc, en tant que ministre des Finances, Madame Mulyani Indrawati, comment avez-vous répondu aux risques? Quels sont les enjeux pour donc une reprise durable et robuste? Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation et félicitations pour ce rapport WDR qui est tout à fait opportun. La pandémie a des répercussions importantes dans beaucoup de pays du monde. Le resserrement de l'économie, en particulier en 2020, qui a été suivi par la contraction du côté des revenus, puisque les revenus ont baissé de 60%, alors que les dépenses ont augmenté. Donc, voilà pourquoi il existe un déficit en 2020, donc lors de la première année de la pandémie en 2020. La contraction de l'économie et donc la réponse à la fois du côté monétaire et du côté budgétaire dans le domaine financier, tout ceci a été rassemblé sur 3 années de politique extraordinaire que nous avons mis en place pour essayer de créer une certaine discipline de manière à ne pas poursuivre dans cette situation extraordinaire. Par ailleurs, cela nous permettra de dessiner une voie pour l'avenir. Donc, nous travaillons sur le prix des denrées. En Indonésie, ceci nous a permis une reprise. Les revenus ont augmenté de 19%, alors que les dépenses sont contrôlées avec à peu près 7% de croissance. Donc, le déficit a baissé de 6 à 4 points en une année. Et cette année, nous devrions encore voir une baisse du déficit par rapport au PIB. Donc, nous allons revenir à moins de 3% de déficit au maximum. Alors, comment est-ce que nous gérons cette situation? Je crois tout d'abord que c'est une question de discipline, d'utilisation des politiques budgétaires en se concentrant sur la santé, sur le filet de sécurité sociale pour protéger la société, parce que c'est là qu'il y a le plus de vulnérabilité, et nous nous concentrons sur une reprise concentrée sur les petites entreprises. La croissance a été bonne, surtout au dernier trimestre de l'année dernière. Nous pouvons maintenant arriver à 3,7% par rapport à l'année passée. Ceci a également était dû à une distribution très égale de la reprise, que ce soit du côté de la consommation, des investissements et des exportations. Ceci est vrai pour la fabrication, pour les échanges. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'Indonésie. Dans ce contexte, pour que nous puissions gérer le risque budgétaire, nous avons fait ce que nous devions faire dans ce cadre.
Nous avons adopté une législation pour améliorer la collecte des impôts en accroissant donc la TVA, et nous avons également augmenté les impôts sur les revenus. Ceci sera mis en place cette année et jusqu'en 2025. Donc, c'est quelque chose qui permet de ne pas interrompre le processus de reprise tout en consolidant les mesures. Donc, deuxièmement, nous avons le soutien de la Banque centrale, et ceci nous a permis d'acheter directement, mais cela ne peut être fait qu'en lien avec la COVID et les filets de sécurité sociale. Donc, il ne faut pas abuser non plus de cette possibilité. L'inflation en Indonésie demeure basse. Nous sommes en dessous de 2%. Du point de vue réglementaire dans le secteur financier, nous avons un plan jusqu'en 2023. Donc, à la base, pour l'Indonésie, la politique de sortie le vaccin a touché beaucoup de la population. Nous avons un rappel, donc ceci nous permettra davantage de confiance du point de vue de la croissance, du point de vue financier et du point de vue de la gestion de la dette. Nous avons l'équilibre des paiements. Nous avons un surplus. Ceci nous permet d'établir une base dans le domaine de la pandémie. Nous créons également un certain espace pour la réforme. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et je dois me reprendre. J'avais parlé du WDR 2021, mais de toute évidence, c'est 2022 pour le hashtag. Donc, voilà, Madame la Ministre, merci pour ces remarques. Du point de vue de la banque, quels sont les risques pour le secteur financier? Comment est-ce que les pays peuvent atténuer les risques au fur et à mesure que ces politiques sont donc retirées? Alors, ce que je dois dire tout d'abord, c'est qu'il me semble qu'il est important de reconnaître, et c'est un des messages WDR d'ailleurs, c'est que donc il n'y a pas de taille unique. Les risques sont très différents suivant les pays, suivant les différentes réponses ou réactions. Madame Mouliani vient de nous le dire. La plupart des pays, pour l'instant, n'ont pas encore le bénéfice de la reprise et d'un bas niveau d'inflation, comme en Indonésie. Donc, c'est un réel enjeu. Pour les pays dans lesquels la reprise n'est pas encore adéquate, c'est un problème. Dans la plupart des pays, les revenus par habitant sont en dessous de ce qu'il y avait avant 2019. Ils n'ont pas encore vraiment repris, et de toute évidence, les revenus par habitant sont liés avec d'autres indicateurs comme la pauvreté, etc. La plupart des pays en développement ont également un problème d'inflation. Encore une fois, ceci est différent de ce qu'on a entendu en Indonésie. Donc, en fait, les salaires sont également érodés. Donc, dans ce cadre, la reprise est certes très souhaitable, mais quel est le lien avec tout ce qui se passe, ou tout ce que l'on dit dans le rapport? Eh bien, il faut des institutions financières saines et des autorités, des gouvernements sains.
Donc, au cours des années avant la COVID, il y avait déjà un certain nombre de pays qui étaient en défaut de paiement de leurs dettes, en surendettement, et dans ces pays, le risque est encore plus élevé. Je crois qu'un des domaines auxquels on n'a pas encore prêté suffisamment attention pendant toute la pandémie, c'est donc le déclin des revenus. Nous avons des entreprises qui ont fermé. Nous avons également la durée, c'est la 3e année. Et tout ce qui est le bilan des ménages, des entreprises, petites et grandes. Et bien sûr, comme la ministre nous l'a dit, la réaction, la relance a fait les grands titres. Donc, les dispositions particulières de manière à ce que les ménages et les entreprises n'aient pas en pleine urgence, en fait, à rembourser leurs dettes. Tout ceci, en fait, entraîne des conséquences inattendues. Ces politiques aussi demandent certaines dispositions particulières. Donc, nous avons eu 20 années de progrès pour davantage de transparence des bilans, pour davantage de comptabilité et de redevabilité par rapport à ces emprunts non productifs. Et la pandémie, finalement, nous a fait beaucoup reculer dans tous ces domaines d'amélioration. Donc, une des préoccupations que nous répétons, et David nous l'a dit, Léora nous l'a dit, c'est dans quelle mesure est-ce que nous allons pouvoir voir les risques, identifier les risques, ceux que l'on voit et ceux qu'on ne voit pas. Et je le sais parce que ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine. C'est souvent ce qu'on ne voit pas qui déclenche les crises. La crise financière, suite à la crise financière, on s'est rendu compte que les dettes étaient supérieures à ce qu'on pensait. Lors de la crise en Asie, les banques centrales, on pensait, avaient des réserves bien supérieures à ce que l'on pensait. Mais l'idée, c'est de faire des tests de stress, de bien gérer ces prêts non productifs, parce que je crois que les politiques avec ces dispositions particulières qui ont aidé donc les ménages et les entreprises pourraient avoir des conséquences inattendues en déséquilibrant encore plus les bilans des banques, et ceci pourrait représenter une surprise tout à fait négative. Alors, pour conclure, si vous regardez les sondages des petites entreprises et des entreprises de taille moyenne, en général, donc, les sondages posent la question, est-ce que vous êtes en retard ou est-ce que vous allez être en retard? Et la réponse, c'est en grande majorité oui. La réponse moyenne, c'est que 40% des entreprises disent qu'elles ont du retard ou elles devraient être en retard. Et dans certains pays, c'est beaucoup plus élevé. Donc, comment mettre ceci en lien alors même que rien ne s'est fait par rapport à ces prêts non productifs? Donc, faites attention aux risques qu'on ne voit pas. C'est ça l'alerte. Et puis, l'importance aussi d'augmenter la surveillance pour évaluer les dommages. Je crois que c'est vraiment un appel à l'action qui
existent dans ce rapport. Et pour conclure, ce que je peux dire, c'est que, encore une fois, ce n'est pas un rapport à taille unique. Nous essayons de travailler avec les pays sur la base de leurs problèmes particuliers. Merci beaucoup. Monsieur Carstens, par rapport au rôle des banques centrales et des autorités de réglementation, comment, encore une fois, donc réduire le risque de surendettement et comment promouvoir des sociétés équitables? Merci beaucoup, Francine. Merci à la Banque mondiale, merci à David et au gouvernement d'avoir organisé cette manifestation. Félicitations pour ce rapport sur le développement dans le monde. Je salue Madame Mouliani et tout son travail avec le G20. Alors, j'aimerais commencer par un principe de base. Je crois que le réel problème que nous avons eu au cours des 2 années passées, c'est de réagir au choc. Le choc, c'était la pandémie qui a eu un gros impact sur l'activité économique. Les macropolitiques ont été mises en place pour réduire l'impact initial, pour qu'il n'y ait pas de dépression et de crise financière. Et je pense que jusqu'à maintenant, ça a fonctionné. Les politiques financières, budgétaires et monétaires, dès le début, étaient parties du principe qu'il y aurait en fait un tampon par rapport ou un coussin en fait de protection par rapport à l'impact sur donc les cycles, sur les affectations des ressources. Et je crois qu'il y a eu des affectations majeures. Et l'idée, c'était de mettre en place des réformes pour améliorer la croissance. Le problème, c'est aussi ce qui s'est passé lors de la dernière décennie. Donc, les macro-politiques doivent gérer plus directement la nature des chocs. Et donc, comme le rapport le définit très clairement, certaines des macro-politiques devront passer à une autre phase. Pourquoi? Parce qu'elles ont leurs limites. Et certaines politiques monétaires ne peuvent pas aller plus loin et donc doivent commencer à être un petit peu réduites. Et il faut que, comme Carmen l'a dit, on n'utilise pas une taille unique, mais les banques centrales doivent prévoir et réduire le niveau d'inflation sans générer pour le secteur financier. En ce qui concerne les questions spécifiques, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation et à une circonstance assez intéressante, c'est-à-dire que même si la croissance est plus basse, est inférieure à ce que l'on s'attendait, eh bien, elle est quand même supérieure aux taux d'intérêt et taux d'intérêt nominaux dans les différents pays. Et donc, ça nous donne le temps, ça donne le temps au gouvernement de commencer à ramener, à reconsidérer les finances. Et bien sûr, il y a des cas où il y a des cas d'urgence, bien sûr, mais dans la plupart des cas, il faut savoir si la dette est durable. Maintenant, la question de croissance. L'équation ici et les indicateurs, bien sûr, comme Carmen le sait, c'est la différence entre, bien sûr, les différents taux d'intérêt en termes de croissance. Au fil du temps, je pense que l'on peut bien sûr atténuer certains des problèmes dans pas mal des pays et bien sûr, I think that now we need to move more
On doit maintenant être beaucoup plus focalisé sur ce genre de politique. Et bien sûr, il faut voir quelle est la résilience des entreprises. Bien sûr, il y a bien sûr des changements en termes de secteur. Et donc, il y a certaines choses qui ne vont pas être viables et nous devons pouvoir soutenir les emplois de telle sorte que les emplois puissent soutenir la consommation. Et bien sûr, ça se sera continu en termes des accès aux services financiers pour toute la population. Il y a donc différents aspects et si les politiques sont en fait bien peaufinées, je pense que dans ces cas-là, on pourra se débrouiller pour ramener tout ceci on pourra avoir une conjoncture moins douloureuse que possible. Donc, le point essentiel, pas uniquement pour les ministères des Finances et pour les banques centrales, mais il faut qu'on utilise tous les instruments. Mais on doit aussi utiliser tous les instruments qui sont disponibles dans les politiques économiques. Et je pense qu'on doit se focaliser sur la croissance mondiale, sur une réallocation des ressources qui doivent être beaucoup plus efficientes. Et donc, comme je l'ai dit dès le départ, les limites des politiques macroéconomiques ne vont pas heurter la reprise économique, mais il faut qu'il y ait des politiques sectorielles et il est tout à fait certain que la Banque mondiale joue très bien son rôle dans ce secteur. Merci beaucoup. Monsieur Mangui, bien sûr, on inclut une inclusivité, bien sûr, on encourage une inclusivité à l'accès aux finances. Je pense que la situation dans laquelle nous sommes, en particulier les pays en développement, eh bien, c'est en fait, nous avons reçu un choc économique et le secteur financier il va falloir, en fait, malheureusement, la plupart des gouvernements dans les pays en développement n'ont pas pu avoir d'impact important et il faut se focaliser sur l'aspect social. Et donc, il faut avoir des partenariats, il faut essayer d'harmoniser en particulier entre le secteur privé et le secteur public, avoir une collaboration qui permet aux citoyens de jouer ou d'avoir un dialogue. Je pense que les grosses banques du secteur privé doivent recevoir des incitations par les gouvernements pour qu'elles jouent un rôle plus important en termes du développement. Et il faut se focaliser donc sur le secteur financier, mais en particulier sur les partenariats avec les banques de développement, avec les organisations philanthropiques. Et ce n'est pas uniquement une approche commerciale, mais une approche de développement pour augmenter les capacités de financement, pour avoir les outils financiers, mais aussi pour pouvoir assurer que la plus grosse partie de la population n'est pas laissée de côté. C'est une intervention sociale, en particulier en termes de renforcement des capacités, pour que les gens puissent être... Et nous devons pouvoir avoir la coopération des banques pour pouvoir avoir un financement à long terme avec le financement commercial des banques commerciales et en particulier pour permettre le développement local et régional. Et un autre aspect, ce sont les changements en termes de politique. Si le secteur privé doit adopter une approche de développement, il doit y avoir des politiques qui vont permettre ceci. Et en particulier, il faut lier les politiques micro- et macroéconomiques dans les économies très importantes et il faut qu'elles jouent un rôle très important. Et donc, il faut donc avoir des incitations, une collaboration, des partenariats au cas par cas. C'est donc une approche beaucoup plus sectorielle qui va différer d'un pays à l'autre. Et le dernier point,
Il faut que les gouvernements puissent penser à savoir comment utiliser le secteur privé. Quelles sont les perspectives et aussi sont-ils prêts? Il y a aussi bien sûr les prêts non productifs et ça c'est important de les considérer. Les revenus qui sont perdus doivent aussi être pris en compte. Il devrait y avoir un équilibre de telle sorte que le gouvernement ne vienne pas empiéter sur le secteur privé, mais puisse avoir donc un impact sur l'économie. Donc voilà, à mon avis, où le gouvernement peut intervenir, c'est-à-dire avoir, donc en Afrique de l'Est en particulier, mais il faut avoir une approche beaucoup plus régionale. Et cette approche régionale pourrait me aider à avoir donc plus d'investissements, plus de commerce interfrontalier et à ramener une reprise. La question de considérer les marchés va vouloir dire peut-être sacrifier un petit peu plus de souveraineté par rapport aux politiques beaucoup plus régionales, aux marchés régionaux, permettre beaucoup plus de commerce interfrontalier, faciliter le commerce. Et c'est en fait la manière dont on devrait aborder cette reprise. Merci beaucoup. Tout d'abord, nous allons accueillir bien sûr le public qui vient de se brancher. Nous discutons le financement d'une reprise équitable et nous demandons à toutes les personnes qui nous regardent de répondre à un sondage. Dans un monde idéal, bien sûr, tous les décideurs devraient pouvoir relever tous ces défis, mais s'ils ne peuvent pas, bien sûr, il faut avoir des priorités. À votre avis, quelle serait en fait la priorité? Vous pouvez voter, c'est A, B, C, D. Donc A, identifier et traiter tous les prêts non productifs. 2, résoudre les prêts douteux. C, et je pense que si vous pouvez en fait taper ça sur C, c'est en fait assurer l'accès au crédit, en particulier pour les ménages à revenus très faibles et aussi ensuite traiter les dettes souveraines qui sont à un niveau record. Et on aura les réponses un petit peu plus tard dans l'heure. Alors, une des choses que l'en fait, on va vous demander dans les 2 minutes qui restent ici, c'est que peuvent faire les décideurs? Et nous avons vu bien sûr certaines des difficultés pour pouvoir répondre à tout ceci ensemble, mais que peuvent faire les décideurs avec des hauts niveaux de dette privée? Donc, on a en fait, il n'y a pas véritablement de réponse magique, mais quels sont les indices ou quels sont les signes qu'on pourrait relever? Je pense que si on peut accélérer la reprise économique, je pense que ça, ce serait un fait qui permettra aux banques de traiter les prêts douteux. On donne un petit peu plus de latitude jusqu'en 2023. Ça veut dire que tous ces prêts non productifs sont à un niveau de 3%, mais ils doivent fournir un capital supplémentaire de réserve pour pouvoir réaliser des prêts non productifs à la fin de cette politique. Et donc, c'est la raison pour laquelle le processus de reprise est accéléré. Eh bien, les banques vont pouvoir voir que les dettes des entreprises vont pouvoir être restructurées, vont pouvoir être productives encore une fois et elles vont pouvoir servir leurs dettes. Et donc, ça, c'est une bonne solution. Donc, la reprise économique est donc une condition sine qua non pour réduire ces prêts non productifs et au moins pour les traiter. Le deuxième point, c'est bien sûr que l'économie, la reprise économique sous forme de taux d'intérêt. Si on peut éviter la perturbation de la reprise par rapport à ça, comme on voit, il y a l'inflation intervient, c'est parce qu'en fait, il y a des perturbations en termes de main-d'œuvre et autres. Et pour l'Indonésie,
notre taux de chômage a augmenté. Nous sommes passés de 5% à 5,27% et notre processus de reprise est accompagné par une chute du chômage, mais nous en sommes toujours à 6,9%. Bien sûr, nous avons un secteur informel très important. Donc, en fait, la fourniture de la main-d'œuvre n'est pas un problème. Nous avons bien sûr une pression de par l'inflation. Nous avons bien sûr aussi la pression du prix des combustibles, mais du côté production, c'est en fait beaucoup plus élevé. Mais du côté des consommateurs, il y a une inflation qui est très basse et c'est parce que nous avons bien sûr une administration des prix et nous avons aussi des subventions. Mais ça, c'est une seule partie de la question. Mais donc, une croissance élevée, une inflation faible, c'est bien sûr, ça permet d'avoir une restructuration des prêts. Deuxième chose, c'est que ceci crée aussi une possibilité que le secteur bancaire puisse en fait restaurer sa fonction intermédiaire. Pendant la pandémie en 2020, il y a eu bien sûr un resserrement du crédit qui a été très, très important. Nous avons eu une contraction de plus de 5%. Donc, si on peut combiner ça du côté de la fourniture et la mobilité a donc été arrêtée, les crédits se sont arrêtés aussi ou en fait ont chuté, les prêts non productifs ont augmenté et donc les banques peuvent en fait s'occuper de leur propre bilan eux-mêmes et c'est exactement ce que veut le gouvernement. Nous ne voulons pas confronté à la pandémie, c'est une question de santé. Ensuite, on va avoir une crise sociale parce que les gens vont tomber dans la pauvreté et combinée avec ensuite une crise bancaire. Donc, on veut s'assurer que le secteur financier et bancaire, en fait, va pouvoir rester stable et donc, on doit faire, bien sûr, avoir on voit qu'en fait, on a un secteur bancaire qui est assez stable et qui est robuste. Et je pense qu'il faut restructurer. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, il y a une bonne indication pour revenir à des niveaux normaux. Le problème pour l'Indonésie, dans ce cas, Carmen, c'est que pendant cette situation tout à fait particulière, nous avons été soutenus par les banques centrales et par le financement du gouvernement. Mais les banques ne veulent pas prêter commercialement parce que c'est trop risqué et donc ils préfèrent acheter des obligations du gouvernement. Et donc, le déficit fiscal, le déficit budgétaire du gouvernement est en fait soutenu directement par les banques centrales et ceci, bien sûr, et le secteur bancaire fait qu'en fait, ils ne prêtent pas. Donc maintenant, si on va normaliser la situation, donc les banques centrales vont commencer dans ces cas-là à prêter commercialement et on va réduire le déficit. Donc ça, c'est quelque chose qui va en fait être une combinaison du niveau macro qui va permettre de déclencher ce processus de reprise. J'ai une question pour vous aussi, Carmen, d'un membre du public. Quelles sont les mesures que les pays d'Amérique latine devraient prendre pour ne pas exacerber certains des problèmes déjà très aigus qu'a généré la pandémie? Et cette personne a mentionné le manque de services de base, mais aussi peut-être la corruption aussi que l'on voit dans certains de ces pays. Eh bien, nous ne répondons pas à toute la liste des problèmes qui ont été créés ou exacerbés par la COVID. C'est une liste qui est très, très longue. Nous sommes concentrés dans ce rapport dans les aspects financiers qui sont les plus essentiels. Et vous avez entendu la ministre vous en parler. Ce sont en fait des points très essentiels pour la reprise. Et bien sûr, la reprise, par rapport à la question précédente, comme a dit Madame la ministre, la reprise est essentielle. Et bien sûr, la marée montante, bien sûr, sert à tous les bateaux, comme on dit. Et
maintenant, ce que nous devons faire, et c'est quelque chose qui est en fait tout à fait applicable à l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, parce qu'effectivement, nous avons dans ce rapport des points sur ceci. Et il y a certains points qui sont un petit peu embêtants par rapport à ces prêts non productifs. Je pense que c'est en fait, il faut prendre du recul, faire le bilan. C'est en fait se reposer sur ses lauriers, ne pas vouloir prendre ou traiter la question des prêts non productifs. Depuis longtemps, les banques, en fait, ont donc cette attitude. Si en fait, vous ne reconnaissez pas la perte, si vous continuez comme ça, si vous continuez à prêter en négligeant ceci, eh bien, si vous continuez à prêter à, par exemple, une entreprise qui n'est plus productive, eh bien, c'est une diversion, c'est un détournement c'est en fait une diversion par rapport au fonds. On les verse à mauvais escient. Et la perspective d'avoir des entreprises zombies, ça, c'est quelque chose qui est très délétère par rapport au rôle que les banques pourraient jouer pour stimuler le secteur privé. Et ça, bien sûr, ça reprend le commentaire qui ont été émis par la ministre ou par les ministres, c'est-à-dire le problème aussi d'empiéter un petit peu. Donc, il peut y avoir bien sûr un problème de crédit après cela, parce que les banques prêtent à des entreprises zombies. Les banques aussi ne veulent pas prêter au secteur privé, c'est ce qu'a dit la ministre. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément pendant les périodes d'incertitude. Et si les gouvernements ne sont pas suffisamment agressifs pour les emprunts nationaux, eh bien, effectivement, il peut y avoir des problèmes. Donc, on ne veut pas ce genre de choses. On ne veut pas avoir de problème de crédit. Et bien sûr, ça, ce sont en fait des étapes très importantes en termes de restructuration. Et je veux aussi mentionner le fait, on a parlé de les agences, les instances de réglementation comme les banques centrales et autres ont un rôle à jouer. Quand on parle de crédit, de resserrement du crédit, de quoi parle-t-on exactement? Encore une fois, c'est pas que je ne veux pas répondre à votre question, mais ça n'est pas en fait une réponse générique. Dans certains pays, nous avons eu effectivement un resserrement du crédit. Déjà, on l'a vu, et cela reflète le fait, comme je l'ai dit précédemment, que ça c'est pour la majeure partie des pays. Et ils n'ont pas en fait repris au niveau d'avant la COVID. Et donc, pour beaucoup, on voit que ce resserrement du crédit ou cet effondrement du crédit arrive. Et donc, soit les banques, c'est parce qu'elles en fait, elles ne veulent pas prêter ou que le gouvernement doit intervenir. Mais en fait, ça n'est pas une hypothèse. Dans certains cas, ça existe. Dans beaucoup de cas, ça va aller au-delà de 2020-2022 et cela va créer des problèmes pour le secteur privé. Merci. Augustin Carstens, je ne sais pas si vous voulez parler de ce qui, à votre avis, est une probabilité des choses qui peuvent en fait aller encore pire que ce que l'on a vu. Comment est-ce que les décideurs peuvent encourager les banques et les fintech à fournir des services financiers tout en pouvant gérer les risques? Pour reprendre ce que Carmen a dit en termes d'effondrement du crédit ou de pénurie de crédit, je pense qu'une des choses qu'on doit réaliser ou dont on doit se rendre compte, c'est que ces périodes de difficultés, c'est le résultat de crises financières. En fait, si on voit ça par rapport à 2008 ou 2009, eh bien, ici, ce n'est pas le cas. Ici, encore une fois,
je voudrais insister que c'est véritablement une crise sectorielle. Donc, dans ce cas, je pense que le secteur financier peut vraiment faire partie de la solution. Et je pense que jusqu'à présent, ça fait partie de la solution. Dans la plupart des pays, on ne voit pas de crise bancaire qui se pointe à l'horizon. Et je pense que il y a bien sûr il y a eu un très bon travail qui a été effectué. Je pense que les banques commerciales ont en fait une capacité supérieure pour pardonner les prêts. Et bien sûr, ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait, mais comme l'ont dit beaucoup des intervenants, il y a énormément d'incertitudes, il y a énormément de risques. Et je pense que l'un des rôles, c'est il faut qu'il y ait donc une coopération entre le secteur public et le secteur privé et savoir comment ces risques peuvent être partagés entre ces deux secteurs de manière efficace. Et je pense que tout prêt peut être fait par le biais de banques de développement public. Je pense que les institutions internationales financières amènent aussi à la table des programmes de financement. Et là où on peut allouer les risques de manière plus efficace, et s'il y a une meilleure gestion de ces risques, une meilleure gestion de cette incertitude, eh bien peut-être un déclencheur pour avoir des prêts venant du secteur privé. Il faut savoir comment on peut effectivement faire cela, et cela a à voir avec les risques. Bien sûr, la pandémie, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait beaucoup plus de croissance et ça, c'est quelque chose qui serait très important. Tout à fait. Et j'ai le résultat du sondage, donc je vais vous en parler dans un instant. 60% des personnes qui ont répondu à la question dans les 4 langues disent que ce qui est le plus important, la priorité, c'est l'accès au crédit pour les ménages à bas revenus et pour les petites entreprises à bas revenus. Donc, certes, ce serait bien, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une priorité donc, sur ces 4 questions. Alors, je ne sais pas si c'est votre priorité, Monsieur Mwangi, j'imagine que c'est un petit peu la priorité pour personne, mais qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis tout à fait d'accord. La priorité, c'est donner l'accès au crédit, surtout aux petites entreprises. Essentiellement, c'est les petites entreprises qui fournissent des emplois, surtout dans les économies en développement, puisque il y a aussi le secteur informel, en Afrique de l'Est, c'est 19% de l'économie. Donc, le soutien aux ménages, c'est la clé. Et puis, c'est le plus grand employeur dans les marchés émergents, dans la plupart des secteurs. Donc, ce que l'on peut faire de mieux, c'est d'accélérer la reprise de ce secteur de manière à fournir à la population les moyens nécessaires de manière à ce que l'économie soit relancée. Alors, comment procéder? Eh bien, je crois que mes collègues l'ont déjà dit. Je crois que les banques de développement, les institutions financières doivent établir des partenariats avec les banques commerciales pour proposer un portefeuille d'outils de crédit. Je crois que les organisations philanthropiques, caritatives et les institutions doivent fournir des garanties parce que la plupart de ces entreprises représentent un risque élevé de défaut de paiement. Donc, on pourrait peut-être établir un système de partage du risque pour établir un certain niveau de garantie. Troisièmement, je pense qu'il devrait y avoir des incitations des autorités publiques pour les banques, que ce soit peut-être le traitement à des fins d'information financière. Donc, en fait, un changement de politique me semble absolument nécessaire pour qu'on se concentre sur ces efforts pour relancer les économies. Merci beaucoup. Nous avons pratiquement terminé, mais en 30 secondes, je vais vous demander à chacun d'intervenir. Il y a beaucoup de décideurs qui nous écoutent. Donc, en 30 secondes, quelle est votre préoccupation principale pour les 12 mois à venir? Et selon vous, comment y répondre? Donc,
Peut-être que Monsieur Carstens, vous pouvez commencer. Le problème de la croissance et la pandémie. Madame Moliani, l'augmentation des taux d'intérêt, l'inflation au niveau mondial, ça c'est la première chose. Et puis, la lenteur de la croissance à cause de la pandémie qui se poursuit. Madame Reinhardt, difficile de ne pas mentionner la pandémie. Je crois que l'inflation, la lenteur de la croissance, ce sont en fait la même chose. On ne peut pas les séparer. Et je crois que ce qu'on oublie souvent, c'est que l'inflation est une tâche monumentale. Monsieur Mangui? L'environnement macroéconomique, c'est ce qu'il a de plus approprié dans le secteur privé pour relancer les choses. La croissance économique, c'est ce qui permettra de sortir de cette situation. Et la focalisation des politiques également. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse aux questions posées. Il n'y a pas de taille unique, nous en avons parlé. Il faut adapter tout ceci au contexte des pays. Donc voilà, je vous remercie d'avoir participé. N'hésitez pas à commenter en ligne au hashtag WDR 2022. Merci encore une fois à tous les panélistes pour leur extraordinaire participation. Merci.